Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 février 2021. Bienvenue sur ActiWeb Radio. Toute l'info vue d'en haut. Je suis Léna et je vais vous présenter la 3e émission de l'année. Au sommaire de cette nouvelle émission, les infos insolites de Diane, l'enquête du self de Claire, ma chronique sur Purple Guy, puis Tess terminera comme la dernière fois avec sa nouvelle chronique horreur. Pour commencer, nous allons laisser la parole à Diane avec ses infos insolites. Nous t'écoutions, Diane. Bonjour à tous, je suis de retour avec de nouvelles infos insolites. Mais avant de tout vous dévoiler, petite info de dernière minute. Les locaux de l'intendance du service de gestion, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sont maintenant à côté du secrétariat. Avec Théa, nous avons posé quelques questions à Madame Huot, la gestionnaire. Pourquoi avez-vous décidé de déplacer les locaux de l'intendance ? On a décidé de déplacer les locaux de l'intendance tout simplement pour être situé à côté de l'administration et à l'étage principal du lycée. Parce que vous voyez bien où était située l'intendance avant. C'était à l'étage en dessous, il fallait parcourir plusieurs couloirs et c'était au bout du lycée. Historiquement, ces locaux d'intendance étaient partagés avec l'intendance du CREPS. Donc c'est pour ça que les bureaux étaient installés là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de bureaux. Au final, le CREPS a ses propres locaux désormais, et nous, au niveau de l'intendance, on avait besoin d'être à côté du chef d'établissement, M. Noël, de Mme Oquet, la principale adjointe, du secrétariat, parce qu'on travaille ensemble, bien évidemment, et que ce n'était pas forcément très pratique de travailler en étant aussi éloigné. Et on n'avait pas forcément besoin de locaux aussi grands, puisque vous voyez bien, voilà. Ensuite, on a quand même beaucoup de visites d'élèves, ou d'enseignants, ou de fournisseurs, et c'est quand même beaucoup plus pratique d'être situé à côté de l'accueil, à côté du foyer, etc., que d'être là où on était placé avant. Est-ce un rapport avec le nouveau protocole sanitaire ? Non, ça n'a absolument rien à voir. Parce que vous imaginez bien que pour déménager l'intendance, ça fait un petit moment qu'on y réfléchit et qu'on le prépare. Parce que c'est les locaux qu'on occupe actuellement, on n'était pas forcément disposés selon nos besoins. Donc on a dû faire des travaux. Donc c'est l'équipe de maintenance du lycée qui a fait tous les travaux. Donc ils ont refait le sol, ils ont fait des ouvertures, changé des portes, etc. pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est un projet qui se prépare depuis un bon moment, bien avant le protocole. Ce n'est pas lié. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Revenons aux infos insolites. Pour commencer, nous allons parler d'un taxi lumineux. À New York, pendant les temps de fête de Noël et de Nouvel An, tout le monde décore sa maison, son jardin, et c'est aussi le cas pour un taxi jaune dans la 5e avenue. Rempli de guirlandes lumineuses comme une boule à facettes, il ne passe pas inaperçu. Belle preuve d'amour pour cette grande ville. Ensuite, une vision royale. Depuis l'épidémie de la Covid-19, la reine d'Angleterre est protégée chez elle, mais elle veut malgré tout assurer ses rendez-vous. Alors, dorénavant, elle honore ses rendez-vous par visioconférence. Le Royaume-Uni est le premier pays à lancer la vaccination contre le coronavirus et le couple royal passe en priorité à cause de leur âge élevé. 94 et 99 ans. Incredible! Et pour finir, un soulier qui égale Cendrillon. On a retrouvé un soulier en soie qui mesure 22 cm et demi et de pointure 36. Il a appartenu à la reine Marie-Antoinette qui a fini guillotinée. Il s'est vendu à 43 750 € lors d'une vente aux enchères. On estime que cette reine ayant mal fini avait de petits pieds. Merci beaucoup, Diane. Ça aura illuminé ma journée. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Maintenant, Claire va nous parler de son enquête sur le self. À toi, Claire. J'ai trop hâte de savoir ce que tu as découvert. Oui, Léna. Avec le nouveau protocole sanitaire, nous nous posions quelques questions sur le self. Nous avons donc interviewé 2 personnes qui y travaillent. D'abord, écoutons les réponses du responsable de restauration, M. Ouedri. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous dire quel est votre rôle dans l'établissement ? Alors moi je suis responsable de restauration, donc je m'occupe de l'équipe de restauration du self pour tout ce qui est repas, service. Voilà. Faites-vous vous-même les repas ou les recevez-vous déjà prêts ? Non, on les fait sur place, les repas sont faits sur place. Ok. Combien de repas en moyenne préparez-vous le midi ? Au moins ? Oui. Au moins là on fait 650 personnes entre les élèves
les surveillants, les pions, les professeurs. Est-ce difficile de préparer des repas pour plusieurs centaines d'élèves? Ah oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, on est loin des livreurs, en fait, des producteurs. Donc il faut se faire livrer déjà à la base. C'est compliqué d'avoir toute la marchandise qu'on souhaiterait. Et après, voilà, c'est fait sur place, donc on a beaucoup de difficultés. En plus, en ce moment, avec le Covid, c'est plus compliqué. Avez-vous parfois des soucis de quantité d'ingrédients qui vous obligent à changer quelque peu le menu? Par exemple, à 11h des frites et à 12h des pommes dauphines. Oui, après, ça dépend du stock que l'on a. Si on n'a pas la totalité, on est obligé de changer le menu par rapport justement aux livraisons qu'on n'a pas reçues. Avec les nouvelles règles sanitaires, est-ce qu'il est beaucoup plus dur de gérer les repas et comment faites-vous pour respecter toutes les mesures sanitaires? Alors, donc déjà, vous avez remarqué, on a mis des paravents pour protéger le personnel et les élèves qui passent. Ensuite, il y a des règles d'hygiène qui sont déjà drastiques en cuisine, parce qu'il y a un plan alimentaire qui est suivi au niveau cuisine, au niveau du self. Donc, le nettoyage est fait tous les jours, désinfection. Les aliments de vos plats sont-ils bio? Alors, pas tous, parce que ça coûte un certain prix. Donc, on essaye au maximum de faire du bio sur place. Mais on ne peut pas faire tous les repas en bio, ça coûterait trop cher. Tenez-vous compte des Nutri-Score pour l'achat des aliments? Pas trop, non. Pas trop, non. Faites-vous des plats végétariens chaque jour? Non. On doit faire un plat végétarien au moins une fois par mois. Après, on n'en fait pas plus parce qu'on sait très bien que les élèves, vous n'aimez pas ça. Donc, ça part à la poubelle. Donc, on préfère vous faire plaisir que de jeter les aliments. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Ensuite, nous avons interrogé un agent de service, Madame Séverine Florent, pour connaître son ressenti. Écoutez plutôt. Pouvez-vous vous présenter et nous dire votre rôle dans l'établissement? Mais moi, je suis Florent Séverine, je suis au ménage, l'entretien, préparation des desserts et services. D'accord. Est-ce difficile de reprendre le rythme lors du remplacement d'un plat ou d'un bac vide? Non, pas du tout. Avez-vous des restrictions et portions spécifiques à respecter pour servir chaque élève? Ah oui, complètement. Oui, oui. Portion à respecter, oui, parce qu'entre l'entrée, le plat principal et le dessert, on respecte les portions du plat principal. D'accord. Y a-t-il plusieurs équipes en fonction des moments de la journée et des jours? Oui, il y a une équipe qui prépare les repas le midi et les desserts le midi, le service, et puis une autre équipe le soir. D'accord. À quelle heure commencez-vous? 6h du matin. Comment faites-vous pour respecter les mesures sanitaires? Eh bien, on les respecte au mieux avec la désinfection, les distances, le masque, etc. Ce travail est-il difficile? Par moment, ça peut dépendre des jours. Faites-vous ce travail depuis longtemps? Non, 3 ans D'accord. pour ma part. Merci pour vos réponses. Avec plaisir, mesdemoiselles. Pour que notre enquête sur le self soit complète, Diane et Théa ont posé quelques questions à Madame Eo, la gestionnaire, qui s'occupe entre autres de payer les commandes d'aliments pour les repas. Bonjour, nous sommes Diane et Théa du Club Média et nous faisons une enquête sur l'alimentation en self. Nous venons vous poser des questions sur ce sujet. D'abord, pouvez-vous vous présenter et expliquer quelle est votre profession? Bonjour, donc moi je m'appelle Sophie Huot, je suis adjointe gestionnaire au collège-lycée de Font-Romeu. Et donc mon métier consiste en fait, c'est toute la gestion matérielle et financière de l'établissement. Quelle est la procédure pour les commandes d'aliments au lycée? Alors la procédure elle est assez compliquée, je ne vais pas vous la détailler, mais vu que c'est des grandes quantités qui sont commandées, on a une procédure d'achat, si vous voulez, on passe par des marchés publics. Donc en fait, on dit, les fournisseurs sont informés qu'on a un besoin et ils nous font des propositions.
On choisit en fonction des prix, en fonction de la qualité des produits, etc. On sélectionne un certain nombre de fournisseurs et ensuite, en fonction des besoins, on commande chez tel ou tel fournisseur. Qui s'occupe de choisir les menus? Alors les menus, ils sont faits par le responsable de restauration. C'est vrai que régulièrement, on a des stagiaires diététiciens qui viennent aussi sur l'établissement et qui apportent aussi leurs conseils sur les menus, sur la variété des menus ou sur la qualité diététique des menus. Mais voilà, on dispose actuellement d'un certain nombre de menus et de plats et donc c'est Monsieur Ouedri, le responsable de restauration, qui les fixe au final. Choisissez-vous les aliments en fonction du Nutri-Score? Alors ça, c'est plus un peu la partie justement du responsable de restauration. Moi, je vous réponds pour ce que j'en sais. En fait, il y a un plan alimentaire national et on est obligé de le respecter. Donc effectivement, quand il y a au moment de la composition des menus, on fait en sorte que ce soit équilibré au niveau du Nutri-Score et qu'il y ait des aliments, des différentes catégories. Est-ce que tous les produits sont bio? Non, pas du tout. Non, on a une certaine proportion de nos produits. Là, je ne pourrais pas vous donner, on doit être aux alentours de 20% de produits bio, mais ça dépend des périodes. On tend vers ça puisque la réglementation évolue et qu'on va devoir proposer un pourcentage très important de produits locaux et aussi de produits bio. Donc on a une démarche en ce sens, mais tous les produits ne sont pas bio. D'où viennent les produits? Alors en grande majorité, ça vient de la région Occitanie, parce que comme je vous le disais, on a une volonté d'utiliser des produits locaux et de travailler sur du local. Mais ensuite, il y a des provenances variées. Combien de quantités de nourriture arrivent en moyenne au lycée chaque jour? C'est difficile à quantifier, mais c'est des grosses quantités, c'est des palettes, ça arrive par palette et en équivalent, on doit être à plusieurs palettes qui arrivent 2-3 fois par semaine. Donc une palette, ça fait à peu près 1 mètre cube. Hein, vous voyez, voilà. Avez-vous certaines fois des problèmes de livraison? Alors oui, ça peut arriver, mais c'est vrai qu'on anticipe beaucoup au niveau des besoins pour pas être... on ne tombe pas en panne de nourriture. Mais c'est vrai que en fonction de la neige notamment, ou sur des problèmes ponctuels de transport, on peut avoir des retards de livraison, mais on a toujours des menus de secours et de quoi fournir des repas quand même. Avez-vous dû mettre un protocole sanitaire particulier avec le personnel de cuisine? Alors oui, bien sûr, on a un protocole qui est encore plus contraignant avec la crise sanitaire liée à la Covid-19. Après, je ne vais pas vous le détailler, c'est très compliqué. Vous voyez bien, vous, au niveau du self, au niveau de vous-même, la distanciation, le masque, enfin voilà. Il y a aussi beaucoup de mesures au sein de la cuisine qui sont similaires pour éviter les contaminations entre les personnes. Et pour finir, avez-vous un message à faire passer aux élèves concernant le self? Alors, le message que je voudrais faire passer, c'est que il ne faut pas hésiter à faire remonter, alors ça peut être par les délégués ou autres, si vous avez des difficultés ou si vous avez des remarques sur le self. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que la période est quand même un petit peu compliquée pour tout le monde. Et que c'est plus difficile au niveau du self d'avoir une qualité comme on pouvait l'avoir jusque-là. Donc voilà, ce serait de ne pas hésiter à faire des remarques ou à proposer des améliorations. Merci de vos réponses. Vous pourrez voir l'enquête complète et quelques photos dans l'écureuil qui sortira à la rentrée. Trop bien, merci Claire. Votre enquête était très intéressante. Et maintenant, je vais vous présenter Purple Guy. William Afton, surnommé Purple Guy à cause de sa couleur, est un serial killer du jeu vidéo Five Nights at Freddy's, qui consiste à jouer un gardien de sécurité de nuit qui surveille les animatroniques. L'enfance de William Afton. Sa date de naissance est inconnue. Il semblerait que William Afton ait eu une enfance assez difficile, car un de ses frères est mort. Il aurait aussi été harcelé, car il se parlerait tout seul. Étrange, non?
Vous comprendrez cet événement plus tard. Sa famille. La famille de William est composée de sa femme, Clara Afton, sa fille cadette, Elizabeth, son fils aîné, Michael, et de son fils le plus jeune, Chris. D'abord un drame. Suite à une blague de Michael, Chris décède tué par un animatronique en 1983, après un coma de 3 mois. Une deuxième tragédie. Elizabeth Afton éprouve une grande admiration pour un robot créé à son effigie, nommé Circus Baby. Mais son père l'interdit d'aller la voir, car il dissimule sa vraie personnalité, celle d'un robot tueur. Malgré les interdictions de son père, Elizabeth décida d'aller voir Circus Baby, et meurt. Une faute impardonnable. Suite à la mort de ses 2 plus jeunes enfants, William Afton devient fou, et tuera par la suite 5 enfants, dont la fille de son meilleur ami, Charlotte Emily, fille de Henry Emily. L'accident de Clara. Désespérée par la mort de ses 2 plus jeunes enfants, et par connaissance de ce que William a fait, Clara prend la décision de partir. Elle prend donc la voiture et commence à conduire tout en pleurant. Comme il fait nuit, elle ne voit pas bien où elle va, et elle n'était pas attentive à la route. Elle fait donc une chute du haut d'une falaise et meurt par la suite. La chute de Purple Gang. Après avoir causé le meurtre des 5 enfants, William Afton va retourner à la pizzeria qui a fermé pour essayer de délivrer les 5 enfants de leur prison de métal. Mais il meurt par la suite à cause de l'âme des enfants qui vont le poursuivre jusqu'au Springlock Bonnie, le costume qui contient des Springlocks, donc des serrures et ressorts qui vont se renfermer sur lui et causeront sa mort. La lettre. Ayant vu toute sa famille mourir, Michael Afton est désespéré. Il décide donc de faire ses bagages et de déménager. Mais en cherchant dans les cartons, il trouve une lettre écrite par son père qui lui était destinée. Il l'ouvre et voit une seule phrase. Il y est écrit « Put them back together », ce qui signifie les remettre ensemble. Pour en revenir à l'histoire de William contrôlé et qui se parle à lui-même, je vais vous présenter cette théorie. Il s'avère qu'une théorie dirait que William Afton parlerait à un lapin nommé Glitchtrap que lui seul peut voir. Ce même lapin aurait contrôlé William pour tuer ses enfants. Si on résume son histoire, William est innocent. Sa famille et lui sont morts et il est contrôlé par un lapin psychopathe. Et maintenant, Tess va vous présenter sa chronique horreur. J'en frissonne déjà. Robert la poupée, c'est une histoire célèbre aux États-Unis. Je vais vous la conter avec un plaisir démesuré. En 1904, Robert Eugène Otto fête son anniversaire. Il reçoit une poupée qui fait sa taille, quand il la reçoit, par la femme de ménage de la famille. Selon une certaine théorie, la femme de ménage serait connue comme une sorcière. Elle aurait donc donné cette poupée pour se venger du calvaire qu'elle vivait à cause de la famille. En théorie. Robert décide d'appeler sa poupée Robert et se fait donc appeler Eugène sur ce prénom par sa famille. Les parents d'Eugène commencent à voir qu'il parle à sa poupée, sauf qu'ils entendent 2 voix. Ils pensent d'abord que Eugène fait la voix de Robert et donc on va s'occuper d'elle. Ce qui est à peu près normal pour un enfant de son âge. Sauf qu'ils changent d'avis quand ils entendent Robert crier sur Eugène. Quand ils rentraient dans la chambre, Eugène était caché et Robert était sur la chaise. Des fois, les parents rentraient de vacances et trouvaient toute la maison cassée. Et Eugène, qui n'y était pour rien, disait « Robert did it ». Ce qui veut dire « c'est Robert qui a fait ça ». Et maintenant, les enfants américains, comme excuse, disent cette phrase tellement l'histoire est devenue connue. Plus tard, les parents d'Eugène meurent et, bien sûr, Eugène range Robert dans la chambre de ses parents décédés. Il va suivre ensuite une formation d'art à Paris et revient plus tard avec sa nouvelle femme dans sa maison d'enfance. Il vit sa vie normalement, mais continue quand même d'un côté à parler à Robert. Sa femme commence à trouver ça fou et elle négocie pour que Robert soit rangé au grenier. Un peu plus tard, les voisins d'Eugène commencent à se plaindre et à lui dire que quelque chose bouge dans son grenier. Robert se mettait aux fenêtres et bougeait. Plus tard, Eugène et sa femme meurent et la maison est revendue. Sauf que Robert est toujours au grenier, c'est sa maison. La fille des nouveaux propriétaires commence à parler à Robert. Heureusement maintenant, Robert est sous cloche dans un musée des horreurs. D'ailleurs, pour le prendre en photo, il faudrait lui demander la permission. Et certains visiteurs auraient été hantés par Robert. Et aussi cette histoire a, selon certaines théories, inspiré Chucky. Merci Tess, c'était très effrayant. Merci beaucoup à tous. Je vous remercie vraiment pour vos chroniques. Merci à tous les auditeurs pour leur écoute. À bientôt pour une nouvelle émission d'Acti Web Radio. Toute l'info, vue d'en haut. Bonnes vacances!